Aujourd'hui, sur Stop Science, les chats prennent le pouvoir. Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science, aujourd'hui consacré à l'évolution de nos amis à quatre pattes, les chats. D'où viennent les chats? C'est bien connu, les chats aiment le lait. Donc, ils doivent venir de la Voie lactée. Mais c'est incroyable ça, 15 secondes de vidéo et t'es déjà en train de dire n'importe quoi. Les chats sont des mammifères de la famille des félidés, plus couramment appelés les félins. Les félins ont hérité de leur ancêtre commun la capacité de rétracter leurs griffes, ce que les autres mammifères ne savent pas faire. Cette famille serait apparue en Asie, il y a 11 millions d'années environ, et se serait très rapidement diversifiée et répandue à travers le monde. Les espèces fossiles de félins sont nombreuses, mais aucune n'égale en célébrité le mondialement réputé tigre à dents de sabre nord-américain, le smilodon. Sa popularité, le smilodon la doit à ses longues canines bien sûr, mais aussi aux comics, au cinéma et aux jeux vidéo. Mais des chatounets à dents de sabre, il y en avait aussi en France. Il s'agit de Machairodus, un très proche parent de Smilodon, et de Eusmilus, qui n'appartient pas aux félins mais à une autre famille de féliformes nommée les Nimravidae. Donc pour résumer, si Machairodus et Smilodon sont des félins, alors Eusmilus est un nimravin. Et non, t'es en forme toi aujourd'hui, hein? N'est-ce pas? Ouais, bon, bref, l'un et l'autre se ressemblent mais ils ne sont pas proches parents. Ça veut donc dire que les dents de sabre sont apparues deux fois indépendamment par un phénomène qu'on appelle la convergence. Les dents de sabre sont même tellement convergentes qu'elles existent aussi chez d'autres animaux, comme certains marsupiaux carnassiers d'Amérique du Sud, dignement représentés par Thylacosmilus. Ah oui, on a du mal à envisager en voyant ce gros matou qu'il est en fait plus proche des gentils koalas ou des mignons petits kangourous que n'importe quel félin. Et si avoir des dents de sabre est aussi répandu, c'est que ça doit être bien pratique. Mais pourquoi, ça, c'est la grande question. Tu sais que j'adore te prendre pour un idiot d'habitude, mais il me semble quand même assez évident que ça devait pas servir à tricoter. Une dent, tu veux que ça serve à quoi, à part à mordre? Belle théorie, regardons-y d'un peu plus près. Regarde le crâne de Smilodon. Même avec la gueule ouverte, il ne pouvait rien faire glisser entre ses crocs, et encore moins mordre. À moins qu'il ait pu ouvrir la bouche d'une façon assez dramatique. Ce qui donnerait tout de même un résultat assez improbable, tu m'accorderas. Mais pas impossible si on regarde dans la nature actuelle. Les hippopotames par exemple, et quelques autres mammifères sont capables d'ouvrir la gueule en grand. Certes, mais c'est presque toujours pour impressionner des rivaux sexuels, ou faire de l'esbrouf. C'est jamais pour mordre. C'est vrai que même s'il pouvait techniquement mordre, ça veut pas dire qu'il le faisait. Et oui, d'autant qu'il aurait dangereusement risqué l'intégrité de ses crocs en tentant de maintenir sa prise sur une proie en train de se débattre. Et cela pose de vrais soucis pour les reconstitutions. Dans le reportage de la BBC sur la Terre des monstres disparus, la scène de mise à mort du gibier illustre bien le problème. Les smilodons s'y mettent à plusieurs pour tenir la proie afin que l'un d'entre eux puisse lui asséner le coup fatal sans risque pour ses gentils quenottes. Un comportement pour le moins inédit. Cette scène illustre aussi très bien le problème qu'il y a avec la morsure chez les dents de sabre, en ne l'illustrant pas justement. En effet, les réalisateurs ont visiblement préféré éluder la question de la morsure en choisissant de ne pas la montrer. National Geographic, quant à eux, ont choisi de mettre les pieds dans le plat et au moment de mordre, hop, les dents de Smilodon se redressent et font saillie en dehors de la bouche. On revoit cette très belle action au ralenti, très chers amis. Donc voilà, je n'ai aucune dent contre la théorie de l'arme terrible, mais elle a du plomb dans l'aile. Et qu'est-ce que tu proposes ? De nous pencher sur le principe d'actualisme. Voyons s'il existe aujourd'hui des animaux à dents de sabre. Mais n'importe quoi, les félins d'aujourd'hui n'ont pas de dents de sabre. Ah, les félins certes non, mais certains ruminants oui, comme le porte-musc ou encore le cerf huppé et bien sûr les morses. Mais attends, ça n'a rien à voir, ils sont même pas carnivores, ils mangent de l'herbe et du poisson. Oh, mais oublie un peu le régime alimentaire 2 secondes. Chez ces espèces-là, les mâles portent des canines hypertrophiées qui leur servent à se battre entre eux et aussi à séduire les femelles. Je vois pas comment ça pourrait séduire une femelle des canines de vampire de cette taille. Bah quoi, tu ne t'es jamais laissé séduire par un beau vampire ? Dis pas n'importe quoi et continue. Ce qu'il y a de séduisant pour une femelle, c'est que ses organes hypertrophiés et inutiles sont une sorte d'indicateur de santé. Un mâle qui parvient à se nourrir correctement et à survivre malgré cette tare doit être un chasseur hors pair, un tacticien de génie, un prédateur redoutable et respecté.
Comment je l'ai dosé? Je suis un type de compète, C'est exactement comme en boîte de nuit. Quand un garçon danse toute la nuit comme un dieu, il semble être un bien meilleur coup que le geek du coin. Donc pour résumer, grandes dents égale gros potentiel pour l'avenir. Oui, tellement que des dents de sabre, il y en a eu partout. Chez les reptiles mammaliens par exemple, Chez le petit insectivore à dents de sabre Chronopio, et même chez des animaux qui n'étaient pas carnivores. voici Matatarium, qui devait vaguement ressembler à un rhinocéros. Toute ressemblance serait pure coïncidence. Et Hoplitomerix, dont la forme du crâne assez terrifiante n'avait d'égal que sa docilité de petit ruminant. En fait, en y réfléchissant bien, les défenses d'éléphants, de sangliers et de narvals sont des dents modifiées qui ont évolué selon le même principe, même si elles ne sont pas tout à fait en dents de sabre. Mais c'est quoi le hic? Le hic, comment ça le hic? Il y a toujours un hic. Ah mais il n'y a pas de hic là, il y a pas de hic. Si. Bon bah, le hic, c'est que si les dents de sabre servaient vraiment à la parade nuptiale, alors il n'y a que les mâles qui auraient dû en avoir, comme c'est le cas chez les petits ruminants actuels. Et je parie que chez les smilodons, les garçons et les filles étaient aussi bien pourvus de ce point de vue. Pour autant qu'on sache, je dois bien admettre que oui. Donc, retour à la case départ, la boucle est bouclée. Bon bah, faudrait voir à pas trop s'éloigner du sujet, hein. Oui, revenons à nos chatons. Comme nos amis les chats ont été domestiqués à partir d'une espèce sauvage. Le loup, Canis lupus pour les chiens, et le chat sauvage Felis sylvestris pour les chats. Par conséquent, votre chat, c'est un Félis, et votre chien... C'est un lupus. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les chats n'ont pas été domestiqués en Égypte, car les plus anciennes traces archéologiques de chats n'y sont vieilles que de 3600 ans. Par contre, on a retrouvé des preuves archéologiques de la domestication des chats remontant à 9000 ans environ à Chypre et en Israël. Et on pense donc que les chats auraient été domestiqués dans cette région, là où d'ailleurs sont nées l'agriculture ainsi que les premières grandes agglomérations telles que Jéricho. Les chats auraient donc été domestiqués il y a 10 000 ans, en même temps que bon nombre d'animaux de basse-cour. Tandis que l'on a des indices de la domestication des chiens remontant à plus de 30 000 ans. Pourquoi une telle différence ? Est-ce que ce serait un complot des chiens contre les chats ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est tout simplement parce que les chats n'ont aucun intérêt. Hey ! Bah quoi, tu vas pas dire le contraire, les chats n'apportent aucun bénéfice évident au foyer qui les accueille. Ils ne font que pioncer et ils ne glandent rien de leur journée. Ils dépensent leur pognon au baby-foot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond. La question est dans ce cas, pourquoi les aurait-on domestiqués ? L'excuse des chats chassant les souris est bien mignonne, mais faut pas pousser. Les chiens sont pas plus maladroits que les chats pour chasser les souris. En plus, les chiens, ils aident à la chasse. Il a été montré que grâce à eux, les chasseurs bushmen sont capables de rapporter jusqu'à 80% de gibier en plus que quand ils chassent sans chien. La domestication du chien par Homo sapiens ne serait d'ailleurs pas tout à fait étrangère à l'avantage décisif qu'il a pris sur l'homme de Néandertal, qui lui n'avait pas d'animaux domestiques pour l'aider à chasser. Les chats, eux, n'ont fait qu'apporter de nouvelles maladies comme la très redoutée toxoplasmose et leurs fameuses allergies. Malgré ça, les chats ont su se faire accepter auprès de nous et se faire entretenir aux frais de la princesse. Non mais attends, je crois que j'ai compris, ça y est, tout est clair. En fait, ce sont les chats qui nous ont domestiqués. Tout s'explique. S'ils sont si mignons, si le ronronnement nous attendrisse autant, mais c'est parce que c'est le meilleur moyen pour eux d'obtenir ce qu'ils veulent de nous. Sans leur ronron et leur charme félin, l'humanité se rendrait vite compte de la supercherie. Ceci était un message de prévention du CCC, le Comité contre les chats. Bref, l'évolution des chats nous montre que la domestication n'est pas un phénomène à sens unique, mais bien une relation dont l'influence est réciproque entre l'homme et son compagnon. Les chats ne nous sont pas indispensables, mais on les aime bien quand même. Et tant qu'ils sauront se faire aimer, notre évolution et la leur continueront d'avancer de concert. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous conseillons les nombreux liens qui sont dans la description et notamment les articles consacrés à la domestication sur le blog francophone Strange Stuff and Funky Things. Merci à tous.